Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite FAQ sur YouTube, la première vidéo sur YouTube. Donc je vous invite vivement à mettre un like, à vous abonner, à commenter, n'hésitez vraiment pas. C'est la première vidéo, la première d'une longue série j'espère. Là on va faire du coup une FAQ, une foire aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram et TikTok de me poser plein de questions et vous avez été nombreux, je ne sais combien, plus de 50 je crois. Donc je vais essayer de répondre à tout le monde, même s'il y aura des questions en doublon, donc je vais pas forcément répondre à tout le monde individuellement, mais en tout cas je vais essayer de répondre à un maximum de personnes sur Instagram comme sur TikTok. Alors première question, comment fixes-tu les prix d'envoi à l'international? Donc ça c'est très compliqué. Donc les frais de livraison au final c'est ce que l'acheteur va payer en plus de l'objet pour qu'on puisse envoyer le colis sans perdre d'argent. Donc c'est hyper important de le paramétrer parce que forcément nous ça nous coûte de l'argent. On va envoyer un colis, on va payer peut-être 3 € de frais de livraison si ça part en France, ou alors 40 ou 70 sachant que ça part en Amérique, ou alors en Chine. Donc là c'est bien de faire payer le client au final. Donc pour les paramétrer, c'est sur le compte eBay au final, dans les paramétrages du compte. Donc c'est pas facile à paramétrer, on va pas se mentir, c'est le point noir de eBay, on va dire, c'est pas très intuitif, mais quand c'est paramétré, ça roule tout seul. Par contre, ça demande un petit peu de temps, un petit peu de réflexion et un petit peu de travail. Donc ce qu'il faut faire au final, c'est que tu prends des fiches, tu mets des catégories de poids, alors de 0 à 1 kg, de 1 kg à 2 kg, de 2 kg à 3 kg, etc., jusqu'à 10 ou 15 kg. Parce que forcément, si on envoie un colis de 500 grammes en France, on va payer, imaginons, 3 €. Et si on envoie un colis de 10 kg, forcément, on va payer un peu plus cher. Donc voilà, tu mets ça sur une fiche et ensuite, tu dois répertorier tous les pays du monde pour Mondial Relais, La Poste et Happy Post. Et ensuite, il faut que tu simules des envois dans tous ces pays du monde, que tu les regroupes par catégorie. Par exemple, l'Espagne, l'Allemagne, c'est à peu près les mêmes prix, donc moi, je les ai mis dans la même catégorie et les paramétrer ensuite sur le compte eBay. Voilà. C'est du chinois, oui je sais, c'est pas facile. Mais voilà, je vais pas pouvoir te donner plus d'informations. Dans l'accompagnement, moi ce que je fais, c'est que je leur donne carrément les paramétrages, ils sont juste à copier-coller, ils se cassent même pas la tête. Mais moi j'ai passé des semaines, des nuits entières à réfléchir comment je vais paramétrer ces trucs-là. J'ai réussi à le faire et ça marche hyper bien. Une fois que c'est fait, moi j'ai plus rien à faire, ça y est, je me suis creusé la tête, mais maintenant c'est tout bon. Mais voilà, j'ai galéré, on va pas se mentir, à faire ces paramétrages et je le donne dans l'accompagnement, payant bien entendu. Donc je t'invite à te creuser la tête, à appeler eBay, à voir, à simuler, à marquer, à te tromper, à faire des catégories, que ça va pas. C'est le jeu aussi de eBay, c'est pas forcément intuitif. Bref, vous voyez déjà la première question, j'ai passé, je sais pas, peut-être 3 minutes à répondre. On va passer à la deuxième, parce que c'est pas la seule. Sinon, on n'a pas fini. Peux-tu nous donner une moyenne d'articles vendus sur le nombre d'articles ajoutés? Alors, effectivement, je vais pouvoir te donner une moyenne. Alors, je vais checker ça directement sur l'ordinateur, comme ça, c'est une moyenne sûre, et je vous dis tout ça. Donc, du coup, le ratio est pas dégueu. Donc, en tout, j'ai posté 2456 objets. Et sur ces 2456, il y en a 1176 qui ont été vendus. Environ un objet sur 2 que je mets en annonce se vend. Après bon, ça se vend pas forcément dans la semaine, ça se vend pas forcément dans le mois, mais en tout cas si on fait la moyenne de toute mon expérience depuis janvier 2023, depuis l'année dernière, et bien voilà, un objet sur 2 a été vendu. Donc c'est pas dégueu, je suis plutôt fier. Comment faire de l'achat-revente sur les BD sachant qu'il y a des rééditions chaque année? Écoute, les BD c'est pas vraiment mon domaine, moi je suis pas spécialisé dans les BD, j'en ai fait que très peu, donc je vais pas pouvoir t'aider, mais effectivement les BD qui valent très cher, au final c'est les premières éditions généralement. Mais en tout cas, s'il y a des connaisseurs au niveau de la BD, eh bien, n'hésitez pas en commentaire et puis comme ça, tu pourras voir et communiquer avec ces personnes-là qui sont vraiment qualifiées dans le domaine. Combien coûte ton accompagnement? Alors, l'accompagnement, il est maintenant à 450 € à vie, avec la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, dans l'accompagnement, au final, je vous aide de A à Z sur tous les aspects du business. Le paramétrage du compte eBay, vous avez des vidéos tuto et vous avez juste à recopier. Au final, ça va prendre 1 heure à paramétrer. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt à vendre dans le monde entier. Vous avez une boutique optimisée. Je vous dis aussi comment poster des annonces, comment moi je fais pour optimiser mes annonces, comment optimiser la visibilité, la confiance client, les ventes, le professionnalisme, etc. Et ensuite, au final, je vous aide aussi au niveau de la recherche produit qui est pas forcément évident des fois parce que moi, voilà, comme vous l'avez vu, j'ai fait la recherche produit de 2000 je ne sais combien d'objets. Donc, je commence à avoir l'habitude d'utiliser Google Lens et j'ai des facilités aujourd'hui grâce à mon expérience qui peut vous servir en tant que débutant si jamais vous avez un doute. Ensuite, sur la fixation des prix aussi, je vais pouvoir vous aider bien entendu. Vous aurez aussi accès à un groupe WhatsApp où il y a toutes les personnes de l'accompagnement réunies et tout le monde apprend de tout le monde. Et c'est l'avantage au final, quand une personne par exemple fait une vente, elle va partager sa vente dans le groupe et tout le monde aura accès à cette vente. Et l'avantage c'est que voilà, si une personne a vendu une balance ancienne, une personne qui débute pourrait se dire ah bah ok, elle l'a vendue, donc la prochaine fois que j'envoie en brocante pas trop cher, j'en achète une. Et en plus de ça, elle voit à peu près le prix de revente. Après il n'y a pas de sens exact bien sûr, cette personne elle peut très bien la vendre 30 et l'autre 70 parce qu'elle est plus rare. Et pareil, c'est pas parce qu'elle l'a vendu que l'autre personne va le vendre aussi
aussi hyper rapidement. Il n'y a pas de science exacte encore une fois. Mais en tout cas, ça peut aider et guider les gens et aussi avoir un support, une petite communauté pour pouvoir échanger sur du coup les réussites, les doutes, les questions, les erreurs, les optimisations et tout le monde apprend de tout le monde dans cette petite communauté hyper active en plus de ça. Donc voilà, c'est super intéressant et c'est une énorme valeur je trouve dans le groupe. Et puis moi ensuite voilà, je reste en soutien dans le groupe et en soutien en message privé s'il y a la moindre question, que ça soit administratif, la comptabilité, le stockage, l'optimisation. Si vous voulez un œil extérieur pour que j'analyse votre boutique et voir ce qui va pas, les photos à optimiser, les titres à optimiser, les descriptions à optimiser, tous les petits problèmes entre guillemets qu'on pourrait rencontrer, genre des litiges, comment grouper des articles, etc. etc. Enfin bref, c'est tout de A à Z et du coup, il est à 450 €, c'est ta question de base. Ah oui, et pareil, il n'y a pas de temporalité. C'est un coaching, un accompagnement, mais c'est pas un accompagnement pendant un mois. Si vous avez besoin de moi pendant 6 mois, eh bien il n'y a pas de souci, je serai disponible dans l'accompagnement. J'ai trouvé des dessins anciens, je pourrais avoir ton avis si je t'envoie ça en DM, merci. Je me sers de son message pour répondre que je ne fais plus les recherches produits pour les personnes qui ne sont pas dans l'accompagnement. Parce que j'ai énormément de demandes des personnes, ah bah j'ai ça chez ma grand-mère, combien ça coûte? Ah bah j'ai ça chez ma mère, elle aimerait s'en débarrasser, t'en dis quoi? Est-ce que tu peux faire la recherche produit? T'en penses quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Machin truc. Enfin bref, je dois avoir au moins 5 messages par jour des personnes qui me demandent ça. Et ces recherches produits, moi je le fais mais que dans l'accompagnement parce que forcément ces personnes ont payé un service pour aussi que je fasse les recherches produits entre guillemets à leur place, en tout cas que je les aide, que je les aiguille. Donc voilà, je peux pas le faire en privé et ça me prendrait énormément de temps au final. Donc voilà, je te laisse faire ta propre recherche produit, c'est comme ça qu'on apprend le mieux en plus. Comment as-tu commencé le métier et quelles étaient tes appréhensions? Alors j'ai commencé le métier tout bêtement en fait, j'ai été me balader en brocante un beau jour avec ma copine. J'ai acheté un objet pour ma décoration à 3 € et j'étais trop content parce que je me suis dit, et j'ai même dit à ma copine à l'époque, ça devait coûter une blinde et je me suis régalé, je suis trop content et tout. Et le truc c'est que j'ai fait des petites recherches pour voir combien ça coûtait à l'époque et j'ai remarqué que sur le marché actuel, ça se vendait 30-40 €. Je viens d'acheter un truc 3 balles et il y en a qui le vendent 30. Et puis vous voyez sur internet des fois c'est vendu, et il y en a qui se vendaient à 25-30 €. En mode mais waouh, si moi je fais pareil et j'achète un truc 3 et je le revends à 30, la marge de dingue est juste exceptionnelle. Et du coup, j'ai compris le business, j'ai analysé un petit peu les concurrents, j'ai regardé et j'ai vu qu'effectivement ils faisaient du chiffre. Et du coup j'ai essayé, je suis parti avec 100 balles en brocante, j'ai acheté plein d'objets, je me suis dit au pire, je perds 100 balles, j'ai posté en annonce, il y en a qui ont été vendus, j'ai développé, j'ai réinvesti, etc. etc. Donc voilà, c'est tout bête et méchant, je l'ai découvert comme ça le business, mais je savais que les brocanteurs ça existait, mais enfin voilà, j'avais jamais eu l'idée de me dire je vais devenir brocanteur et enfin voilà, j'avais jamais pensé au business en soi quoi. Et quelles étaient tes appréhensions? Alors, je suis pas le genre de mec à avoir des appréhensions déjà, même si bon, il y a toujours des petits moments où voilà, on est en mode bon, je sais pas, peut-être que on se pose des questions quand même, mais franchement, j'y étais tête baissée, tête dans le guidon, je me suis dit je m'en fous, au pire, c'est 100 balles, ça va bien se passer. J'ai déjà perdu dans ma vie des grosses sommes d'argent avec des bêtises, donc je me dis 100 balles, bon, ça va pas ruiner ma vie, tout va bien. Donc du coup, les appréhensions, allez, je dirais quand même pour t'en donner, je dirais oui, le risque de pas vendre au final, ça reste la base, d'acheter quand même 100 objets et que ça se vende pas, voilà, c'est peut-être une appréhension, même si le jour J, quand je les ai achetés, je m'en foutais quoi. Je les ai postés, je me suis dit, on verra bien, je m'en fous, tu vois. Et au pire, je les fous à la déchetterie, j'ai perdu 100 balles, bon bah tant pis. Donc voilà, je suis pas un genre de mec à avoir beaucoup d'appréhension en soi, je me pose pas de questions, moi je suis une personne relativement déterminée et je sais à peu près ce que je veux, mais encore une fois, voilà, on a toujours des appréhensions et c'est complètement compréhensible d'en avoir, même moi j'en ai, mais j'en ai peu en tout cas dans des sujets comme ça. C'est comme pour les réseaux sociaux, je me suis pas lancé avec des appréhensions en mode ah oui mais peut-être que si, ah oui mais peut-être que ça, on tape dans le tas et puis on verra bien quoi. Donc voilà, quelle technique utile pour vendre plus rapidement sur eBay? Eh bien écoute, tout ce que j'ai dit précédemment, genre le professionnalisme, l'optimisation au niveau de la visibilité qui va être hyper important, c'est un point clé, et aussi je dirais la quantité quand tu démarres au début, plus tu as d'objets, plus tu vendras quoi qu'il arrive. Donc plus vite tu vas retrouver tes investissements et plus vite tu seras rentable. En tout cas au début c'est ce qu'il faut faire, il faut avoir de la quantité justement pour maximiser les ventes, pour avoir des évaluations, démarrer un petit peu le compte eBay, histoire que eBay voie que vous êtes actif, etc. Et au fur et à mesure il faudra privilégier la qualité, mais au début la quantité pour vendre, il n'y a rien de mieux, vous plairez à un plus grand nombre de personnes et du coup vous ferez plus de ventes et vous récupérez du coup plus d'argent. Salut, es-tu déclaré en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur ou micro-entreprise? Écoute, je suis en micro-entreprise, auto-entrepreneur c'est la même chose. Donc voilà, c'est le statut le plus simple entre guillemets quand on commence et je le conseille à tous et je le suis toujours actuellement de toute façon parce que les paliers sont très hauts. Vous devez monter une société à partir du moment où vous faites environ 180 000 € de chiffre d'affaires annuel. Là, vous êtes obligé de monter une SARL, une SAS ou autre, donc tenir un bilan comptable. Enfin voilà, il y a quand même plus de contraintes, même s'il y a aussi des avantages. Et nous, en auto-entreprise, il y a aussi des désavantages, bien entendu, même s'il y a quand même beaucoup d'avantages. Je te laisse te renseigner, il y a plein d'informations sur YouTube, sur Internet, etc. Cette question elle est revenue beaucoup. Tu fais combien de brocantes par mois? Alors actuellement, ça fait genre 2 mois que j'ai pas mis les pieds dans une brocante ou ressourcerie ou vide maison ou peu importe, parce que j'ai du stock. J'ai
cet été charbonner comme un dingue pour entre guillemets avoir du stock cet hiver. Même si en hiver il y a moyen de faire des affaires, quoi qu'il arrive, voilà, j'ai du stock chez moi, donc ça fait un moment que j'ai pas été. Mais en tout cas, quand j'ai pas de stock, je dirais que j'y vais à peu près une fois par semaine, une fois ou deux fois par semaine quand il y en a quoi. Et surtout en été bien entendu. Après en hiver, c'est vide maison, ressourcerie, dépôt-vente, etc., etc. Vas-tu en brocante tôt le matin pour dénicher les meilleures trouvailles? Alors, non, pas du tout, vraiment pas du tout. Je pourrais effectivement, et ça m'est déjà arrivé quand même, d'y aller aux alentours de 4-5 heures du matin. Mais franchement, oui, effectivement, vous avez tout qui est devant vous. Donc forcément, vous avez plus de chances de tomber sur une petite pépite parce que y a personne qui est passé avant vous presque. Mais c'est pas parce que vous y allez à 4 heures du matin que vous allez faire 40 fois plus d'argent. Moi, j'y vais aux alentours de 9 heures, tranquillou, quand le soleil est levé. Et ça va très très bien pour faire des bonnes petites affaires. Et il y a toujours des petites pépites. Et je dirais même que c'est bien aussi d'y aller à la fin de la brocante. Parce que les gens, ils sont en train de remballer et ils sont plus susceptibles à baisser les prix. Alors qu'au départ, ça vient de commencer, donc ils vont pas baisser les prix, sachant qu'ils se disent, il y a plein de personnes qui vont arriver tout à l'heure. De toute façon, moi, peut-être que je vais le vendre, alors je baisse pas mon prix. Alors qu'à la fin, forcément, ils se disent, bon, il y a plus personne, je remballe, c'est soit je le ramène chez moi, soit je le brade comme ça et je récupère quand même un peu d'argent, ça débarrasse et tout. Donc c'est quand même bien d'y aller à la fin de la brocante. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas, vraiment. Moi, j'ai toujours été aux alentours de 9-10 heures, des fois 11 heures à la fin, et j'ai toujours fait des petites affaires plutôt sympathiques. Sur quelle appli ou site vas-tu pour trouver les brocantes autour de chez toi? Alors ça, c'est pareil, j'ai énormément la question et c'est hyper simple. Vous mettez sur internet brocante, le numéro de votre département et vous allez tomber sur un site, c'est videgrenier.org. Et quand vous allez cliquer dessus, directement, vous aurez les brocantes autour de chez vous. Voilà, tout simplement. Après, pour les vides maisons, etc., donc ça peut être notifié sur videgrenier.org et je vous conseille d'aller sur Le Bon Coin. Vous tapez vide maison dans la barre de recherche et vous verrez les personnes qui vident leur maison. Et là, ça peut être intéressant aussi pour faire de bonnes affaires. Salut, dois-tu déclarer à l'URSSAF les frais de port que tu as payés même si l'acheteur les a avancés? Alors bien sûr qu'il faut les déclarer et il faut bien comprendre que l'URSSAF en tant qu'auto-entreprise, vous déclarez le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est de l'argent généré. Peu importe si l'acheteur a avancé les sous et puis que nous on a payé ensuite et que du coup on gagne rien dessus, on a généré cet argent. On paye pas de l'URSSAF sur le bénéfice en auto-entreprise, c'est vraiment sur le chiffre d'affaires en global. Donc c'est comme pour un objet, imaginons vous vendez un objet 100 €, vous l'avez acheté 50, vous devez payer de l'URSSAF sur les 100 € et pas sur les 50. Pareil pour les frais de port, c'est pareil. Vous vendez un objet à 100 €, il paye 100 € de frais de port, imaginons, j'abuse un peu, eh bien vous n'allez pas payer l'URSSAF sur les 100 € que vous avez gagnés grâce à cet objet, vous allez payer l'URSSAF sur les 200 € générés. Donc voilà, c'est hyper important, c'est vraiment le chiffre d'affaires total. Peu importe l'investissement, peu importe si ça s'annule, peu importe si vous n'avez pas gagné d'argent, c'est comme ça. Et c'est un des désavantages d'ailleurs de l'auto-entreprise. À grande échelle, vaut mieux avoir une société et payer de l'URSSAF ou des impôts que sur le bénéfice, plutôt que sur le chiffre d'affaires. Et sur un business comme ça, c'est avantageux dans un certain seuil. Parle-nous un peu plus des coûts d'emballage et les coûts de livraison, s'il te plaît. Alors les coûts de livraison, au final, ça tourne aux alentours de 3 à 30 €. Mais comme l'acheteur paye les frais de livraison, au final, moi je gagne quand même de l'argent avec les frais de livraison parce que mon paramétrage a été fait comme ça. Imaginons le client va payer 5,50 € de frais de livraison, moi je vais payer 3. Du coup, je gagne un petit peu d'argent pour compenser les frais de eBay. Moi, personnellement, les paramétrages sont faits comme ça. Je fais toujours payer un petit peu plus le client pour compenser ensuite mes frais eBay. Et en tout cas, les coûts d'emballage, alors c'est ridicule vraiment. L'emballage, ça me coûte presque rien. Donc l'emballage pour un colis, disons, ça doit être 40 centimes, 60 centimes. Le carton, je le paye pas. Le scotch, ça me coûte 1 € le rouleau de je ne sais combien de mètres. Donc ça doit me coûter 1 centime par colis. Ensuite, il y a les pochettes de bonbons. Pareil, ça me coûte rien. Non, franchement, ouais, on doit être à 60 centimes par colis envoyé au final. Donc vraiment, c'est pas grand chose. Sachant qu'on fait des marges de dingue, franchement, ça nous impacte pas trop. C'est vraiment de la rigolade pour le coup, les frais d'emballage. Quelles sont les plateformes de vente que tu utilises le plus? Écoute, une seule. eBay. Pourquoi? Parce que c'est clairement la meilleure plateforme, on y viendra plus tard. Comment expliquer que je fais des ventes partout mais que sur eBay j'ai l'impression d'être invisible? Tout simplement c'est parce que eBay c'est pas forcément une plateforme évidente, il faut la comprendre, il faut avoir des stratégies sur eBay. Et c'est hyper important aussi le paramétrage pour justement la visibilité, le professionnalisme. Contrairement à d'autres plateformes comme Le Bon Coin, imaginons, ou autres, c'est pas exactement pareil, la visibilité n'est pas pareille, les clients c'est pas les mêmes et les optimisations ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, je te conseille de prendre l'accompagnement si tu souhaites avoir plus d'aide au niveau de tout ça. Et dans l'accompagnement, voilà, il y a des résultats, donc forcément, c'est qu'il y a un truc qui cloche sur ta boutique peut-être, ou dans tes optimisations, etc. Quels sont les 3 types d'objets que tu vends le plus? Alors vraiment, c'est dur à dire parce que je vends de tout et de rien. J'ai tellement de diversité sur ma boutique que voilà, je pourrais pas te dire. Et après, ça dépend aussi ce que tu achètes. Forcément, si 80% de tes objets, c'est des tableaux, tu vas vendre plus de tableaux que de vaisselle, par exemple, forcément. Donc c'est dur à dire. Par contre, allez, disons, les objets que je vends le plus, et je sais
sais que ça part vite, imaginons, on va le prendre comme ça, je dirais tout ce qui est lampe à pétrole. Donc ça, vous le savez, je pense, c'est mon dada. Les verres de lampe à pétrole, les brûleurs de lampe à pétrole, les lampes à pétrole en elles-mêmes, même si elle est cassée, même s'il n'y a que le pied, même s'il n'y a pas le verre, etc. Ça part relativement bien. Et ensuite, je dirais les jouets, c'est plutôt pas mal aussi. Les petites voitures, les jouets anciens, les jeux de société anciens, etc. Ça marche plutôt pas mal. Il y a beaucoup de passionnés. Et autre chose, je dirais des trucs artisanaux au final faits à la main, verre soufflé, terre cuite, les sculptures, les tableaux aussi, tout ce qui est artisanal au final qui a été fait à la main par l'homme. Par exemple, un tableau qui a été peint à la main pendant des dizaines d'heures, ça a une certaine valeur parce que voilà, c'était des choses qu'on faisait avant, qu'on fait plus trop aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'ère industrielle, les tableaux qu'on achète, et forcément, ils sont à grande échelle. Il n'y a plus ce savoir-faire et ça reste un petit peu recherché, même s'il y en a beaucoup sur le marché. Mais encore une fois, il n'y a pas de science exacte. Là, je vous dis, donne des catégories, mais vous pouvez très bien faire de l'argent avec de la vaisselle, même si la vaisselle, pour moi, ça marche pas très bien. Donc, je te laisse faire ta propre expérience, c'est le plus important. Même si, encore une fois, les catégories d'objets que je t'ai donné, ça peut être pas mal. Ce serait quoi ton top 3 des objets à cibler en brocante? Même chose, il n'y a pas de science exacte. J'ai pas envie de te dire, oui, tourne-toi sur des lampes à pétrole, c'est trop bien. Et du coup, tu vas te focaliser là-dessus et tu vas passer à côté peut-être d'une pièce qui vaut extrêmement cher, un tableau qui vaut extrêmement cher. Encore une fois, il n'y a pas de science exacte. Il y a des tableaux qui partent extrêmement vite, qui coûtent extrêmement cher. Il y a des tableaux qui partent pas vite et qui coûtent pas cher. Donc, j'ai pas envie de te donner un top 3 ou alors si je te donne un top 3, je te les ai donnés juste avant. C'est surtout au niveau des catégories des objets. Après, dans les catégories, pareil, il y a des objets qui partent vite, qui partent pas vite, cher, pas cher. C'est un marché de l'occasion, c'est des objets anciens. Il y a une diversité folle d'objets dans ce monde et encore une fois, on peut pas tout savoir. Tu penses quoi d'aller chiner dans les vides-greniers permanents, Emmaüs, etc. Alors, c'est bien en soi. Pourquoi je serais contre? Je m'en fiche. Personnellement, je vais jamais chez Emmaüs parce que d'une part, c'est trop loin de chez moi. J'habite en campagne profonde. Et d'autre part, apparemment, c'est cher. C'est beaucoup de retours que j'ai eu. Emmaüs, apparemment, c'est très cher. Enfin, très cher. Je dis ça alors que moi, je vends au prix du marché. Eux aussi, en soi. Qui sont pas plus chers que mes prix de revente. Mais à l'achat, en tout cas, c'est cher parce que nous, on fait pas beaucoup de bénéfices dessus. Comparé aux brocantes, quand on y va, à certaines ressourceries, à certains vides-maisons, là, à ce moment-là, oui, on peut acheter des objets très peu chers et faire une énorme marge comparé à Emmaüs. Donc voilà. Pourquoi pas y aller? Je pense que ça peut toujours être intéressant des fois. Les vides-greniers permanents, pareil. Si c'est pas trop cher, pourquoi se priver? Donc voilà, je n'ai pas forcément d'avis négatif là-dessus pour le coup. Si tu arrives à faire de l'argent, go. Après, si tu perds ton temps à y aller, je te conseille de pas y aller, quoi. Privilégie les brocantes, les vides-maisons. Quels sont les frais pour un envoi à l'international? Par exemple, l'Allemagne. Je peux pas te dire parce qu'il y a tellement de pays dans le monde que ça va être compliqué pour moi de tout lister. Pour Mondial Relais, pour La Poste, pour Happy Post, ça me mettrait 4h30, tu vois. Mais bref, pour l'Allemagne, je crois c'est 7 € en tout cas en envoi en Mondial Relais, 7 ou 12 €. Après, tout dépend du poids du colis que tu envoies. Forcément, si c'est un objet de 0 à 1 kg, tu vas payer une somme. De 1 à 2 kg, tu vas payer une autre somme, etc. Donc voilà, je peux pas te dire pour tous les pays du monde. Je laisse te renseigner, tu simules des envois, tu verras, c'est très simple. Bonjour, combien d'objets à vendre pour commencer? Enfin, combien d'objets en stock? J'imagine que c'est ça ta question. Il n'y a pas de stock spécifique à avoir pour commencer. Pareil, il n'y a pas de science exacte. Personnellement, j'ai commencé avec 0 stock. J'ai commencé à acheter 10 objets par-ci, 10 objets par-là. Et au fur et à mesure, vous postez, et votre stock augmente. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter 100 objets, sinon je peux pas commencer. Vous commencez au fur et à mesure, tranquille. Vous postez 3 objets par jour, imaginons. Ça suffit largement pour développer tout ça. Donc voilà, il n'y a pas forcément de science exacte non plus. Je suis désolé, je donne pas des infos précises depuis tout à l'heure. Mais encore une fois, j'ai pas envie de vous dire, il faut 100, alors que c'est complètement déconnant. Il faut pas forcément 100 objets pour commencer. Plus tu auras d'objets, plus ça sera simple. Si tu as, oui, effectivement, 1000 objets à poster en annonce d'un coup, dès que tu commences, c'est trop bien parce que tu vas direct activer des ventes, tu vas direct faire du chiffre et c'est trop bien. Mais tu peux très bien commencer avec un objet posté par jour. Ça suffit. L'important, c'est d'avancer jour après jour. Où vas-tu chercher ces objets? Comment fais-tu en hiver? Pas de vide-grenier. Alors effectivement, en été, moi, je vais principalement en brocante, marché aux puces, etc. Je mets tout ça dans le même panier. Et en hiver, du coup, je me fournis en vide-maison, en ressourcerie, en dépôt-vente. Vous pouvez aussi trouver des occasions sur Le Bon Coin, sur Marketplace. Moi, ce que je fais surtout sur Le Bon Coin, c'est qu'effectivement, je note vide-maison et je vais directement chez les gens pour acheter des objets. Généralement, on peut faire de très belles affaires. Donc voilà comment je me fournis. Quel conseil tu donnerais à un débutant? Un débutant, ce qu'il doit savoir, c'est que déjà, il faut être patient. C'est peut-être un conseil un petit peu stupide, mais voilà, faut que vous encriez dans votre tête que voilà, ça va prendre du temps. Il va falloir développer tout ça, c'est normal, c'est une entreprise. Même si, enfin voilà, ça prend du temps, ça va pas prendre 10 ans. Moi, en 1 an, j'ai réussi à développer et quitter mon emploi. Dans l'accompagnement, en quelques mois, ils font des milliers d'euros. Après, il faut les bonnes stratégies, bien entendu. Mais pour un débutant, en tout cas, ce que je conseille,
Quantité, acheter peu cher du coup, et ça vient avec la quantité aussi. Quand on achète peu cher, forcément, on a plus d'objets. Et diversité aussi, c'est hyper important. Avoir toutes les diversités possibles et imaginables, des tableaux, des jouets, de la vaisselle, des vases, des porte-clés, des timbres, pourquoi pas. Peu importe, vraiment acheter de tout et de rien. Et vraiment pas se dire, oui, je vais me spécialiser. Parce que le désavantage, c'est que vous vous asseyez sur pas mal d'argent. Parce que si vous êtes spécialisé dans les tableaux, forcément, vous allez acheter que ça. Et s'il faut, vous allez passer à côté d'une statuette qui vaut 3 € à l'achat, que vous allez pouvoir revendre 150. Et vous, vous n'allez pas l'acheter parce que vous êtes spécialisé dans les tableaux. Donc c'est dommage. Moi, personnellement, je m'assois pas sur l'argent. Donc si je peux faire de l'argent avec des lunettes, si je peux faire de l'argent avec des pins, si je peux faire de l'argent avec des statuettes magnifiques, eh bien je fais de l'argent. Il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure, pourquoi pas effectivement plus se tourner sur de la spécialisation, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà les conseils que je donnerais à un débutant. C'est des conseils que je donne dans l'accompagnement. En partie. Faut-il plutôt se concentrer sur un style d'objet, déco, vaisselle ou s'éparpiller? Merci. Bon, j'ai répondu juste avant. Effectivement, moi, je vous conseille de vous éparpiller un petit peu, surtout quand vous commencez, pour activer le compte eBay. L'avantage aussi d'avoir de la diversité, c'est que vous allez plaire à un plus gros nombre de personnes. Parce que si vous mettez que des tableaux, forcément, vous allez plaire à des gens qui veulent des tableaux. C'est tout. Alors que si vous avez des tableaux, des statuettes, des pins, des timbres de collection, eh bien, vous allez plaire à plein de monde. Donc ça, c'est cool et ça peut activer un peu plus les ventes. Et ensuite, ça va vous servir à vous faire votre propre expérience aussi et c'est bien. Éventuellement, plus se tourner et se professionnaliser sur un domaine éventuellement, c'est une possibilité. Comme moi, par exemple, j'ai testé plein de choses, j'ai vu que les lampes à pétrole ça marchait, j'ai pris cette vague et puis voilà. J'en ai pris d'autres aussi, par exemple les tableaux, j'en ai pas mal sur ma boutique et tout. Mais voilà, au moins ça vous permet de voir le truc, de voir ce qui part, etc. Et ensuite, vous savez ce qui marche, vous savez ce qui marche pas. Et puis voilà, donc c'est quand même important au départ. En tout cas. Comment ranges-tu tes articles en cas de contrôle? Que présentes-tu? Alors, comment je range mes articles? Alors, moi, c'est rangé par catégorie au final. Il y a la vaisselle avec la vaisselle, il y a les vases avec les vases, il y a les jouets avec les jouets, il y a le bois avec le bois, le métal avec le métal, les tableaux avec les tableaux. Enfin bref, moi je l'ai rangé comme ça. Après, il y a moyen de faire beaucoup mieux, bien entendu, mais je m'en sors plutôt pas mal. Ça me prend pas énormément de temps à chaque fois à trouver un objet. Je sais à peu près où je l'ai rangé, quoi. Et en plus de ça, voilà, j'ai 4 caisses en métal. Et voilà, je vais dans les caisses en métal, je fouille un peu, ça prend 5 minutes même pas. En cas de contrôle, que présentes-tu? Écoute, je présente mon livre de police, bien entendu. Le livre de police qui répertorie au final tous les objets que vous avez achetés en brocante avec les actes de vente et qui justifie la provenance de vos objets. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres trucs à présenter, bien entendu, ils demandent sûrement des papiers, des trucs, mais jamais eu de contrôle, donc je pourrais pas te dire qu'est-ce qu'ils demandent, mais en tout cas, je suis à peu près en règle, enfin je pense en tout cas. L'URSSAF, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Comment recherches-tu en brocante? Écoute, je recherche avec mes yeux, entre guillemets, ça peut paraître bête comme réponse, mais effectivement, c'est plutôt avec l'expérience, bien sûr, donc d'un coup d'œil, je peux détecter, entre guillemets, si un objet vaut cher ou pas cher. Avec les connaissances que j'ai acquises, je sais maintenant les années qui valent à peu près cher, les objets qui sont recherchés, etc. Mais sinon, vous pouvez utiliser Google Lens, vous scannez votre objet et au moins vous voyez un petit peu les prix de revente. C'est ce que je faisais beaucoup au début, je scannais tous les objets que je trouvais qui m'intéressaient pour voir à combien j'allais pouvoir les revendre et voir si c'était rentable, quoi. Ta meilleure vente sur un objet? Alors ma meilleure vente, ça a été le violon, la reproduction Stradivarius, que j'ai acheté du coup 3 €. J'ai fait une bonne affaire pour le coup et il y en a beaucoup qui me croyaient pas, ah mais non c'est pas possible d'acheter un violon Stradivarius à 3 €. Bon c'est une reproduction mais ouais c'est pas possible et tout. Et je vous garantis que je l'ai acheté 3 €. Vraiment. En fait, pour vous expliquer la petite histoire, j'ai été dans un vide-maison et cette personne, d'ailleurs j'ai gardé le contact parce que c'est un bon contact, j'ai fait pas mal d'argent avec elle. Et cette personne-là au final, elle fait des vides-maisons, c'est son métier en gros. Donc elle vide les maisons chez les gens qui sont décédés pour revendre la maison, etc. Ils récupèrent plein d'objets et ils les mettent chez eux, au final ils les exposent chez eux et c'est une brocante mais chez eux au final. Et moi j'y vais et je me régale. Et eux ils s'en foutent, ils font pas de recherche, ils vont pas regarder, ah bah c'est un Stradivarius du coup je vais l'afficher à temps. Eux ils s'en foutent, ils gagnent de l'argent déjà à vider les maisons et gagnent encore un petit peu d'argent en faisant ça aussi. Donc ils vont même pas chercher à comprendre qu'est-ce que c'est de quelle année ou je sais pas quoi. Ils les mettent 3 €, 2 € et c'est à la volée comme ça. Je demande les prix, enfin je demande même plus parce que voilà j'achète plein d'objets à chaque fois et ils le savent. Quand j'y vais, j'ai un bon petit billet dans la poche, vous inquiétez pas. Je prends plein d'objets, je fous tout par terre et puis voilà la meuf elle calcule vite fait, elle est en mode ouais allez donne-moi 200 balles et je lui donne 200 balles et puis on est parti. Et ce violon du coup moi je l'ai payé 3 € là-bas. J'ai même acheté 2 boîtes à violon avec, donc le tout pour 10 €, donc ça revient à peu près à 3 € unité et je l'ai revendu donc 250 €. C'est énorme. Après j'aurais peut-être pu le vendre plus cher, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, oh tu t'es fait pigeonner, tu t'es fait arnaquer. Je me suis fait pigeonner, je pense que j'ai plus pigeonné qu'autre chose. Je l'ai acheté 3 balles, j'ai revendu 250. Moi j'appelle ça un braquage. Donc effectivement l'autre personne peut se faire de l'argent avec, pourquoi pas, je m'en fous. Moi l'important c'est que je récupère tranquillement mes 3 € et je gagne de l'argent. Et cet argent je vais pouvoir le réinvestir. Donc l'important c'est vraiment, le business c'est ça au final. C'est acheter pour revendre dans l'état. Alors on essaie de le revendre à un bon prix bien entendu, mais le revendre relativement vite pour pouvoir réinvestir le plus rapidement possible. Et ensuite si quelqu'un derrière se refait de l'argent avec mon objet,
tant mieux, moi je m'en fous, j'ai fait ma thune avec, tu vois. Donc bref, voilà quoi. Comment tu négocies lors d'un achat au culot ou t'as une stratégie? Oui, j'ai une stratégie, entre guillemets, même si je suis pas un relou. Moi j'en connais en brocante, ils y vont et ils sont chiants quoi. Pendant 1 heure, ils sont en train de négocier pour 2 euros. Moi, c'est pas mon délire, moi je m'en fous un peu. Je sais que je serai rentable quand j'achète des objets, donc je cherche pas non plus à casser les prix à chaque fois et j'insiste pas pendant 10 ans. Je propose un petit prix, elle me dit oui, elle me dit non, et puis basta, je passe à autre chose quoi. Sinon, ouais, j'y vais au culot, vraiment au culot. Pour le coup, j'ai pas de stratégie. Généralement, j'y vais un petit peu avec le sourire. Je dirais que c'est une bonne technique d'essayer de faire un petit peu sourire les gens parce que voilà, ça débloque certaines choses. Les gens sont plus susceptibles à vendre parce qu'on a passé un petit moment à rigoler ensemble, tu vois. Éventuellement, toucher aussi le côté émotionnel, genre en mode, bon, c'est du mensonge, hein, bien entendu, mais à un moment donné, c'est du business. Hein. Dans le business, des fois, on ment. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais bref, dire en mode, oh, cette lampe à pétrole, trop bien. Ma grand-mère, bientôt, c'est son anniversaire. Elle a une collection magnifique chez elle. Elle adore les lampes à pétrole. Et vous lui dites, ouais, vous pouvez pas faire un petit prix et tout. Elle va être trop contente, machin et tout. Et généralement, bon, bah, ils descendent le prix parce que c'est pour la grand-mère, c'est pour un cadeau, etc. Voilà. Ah, c'est dégueulasse de faire ça. Je sais. Huez-moi. Mais à un moment donné, hein, on est là pour faire de l'argent. Donc, toutes les techniques sont bonnes. Ça arrive, mais je le fais pas tout le temps. Hein. C'est vraiment très rare quand je le fais. Vraiment, je suis pas le genre de relou comme ça. Ensuite, pour finir avec ça, parce que putain, je m'attarde sur les questions. C'est pour ça que je voulais me lancer sur YouTube. Vous voyez, sur TikTok, c'est pas possible de faire ça. Bref, l'autre stratégie, c'est regarder l'état de l'objet. Quand il y a des accros, etc., bah, vous les signalez. Vous êtes en mode, ah ouais, là, il y a un petit accro. Ah là, il y a une petite fissure. Ouais, et l'important aussi, c'est de faire des têtes comme ça, comme je vous ai fait en mode, ouais, bof. Pour montrer votre désintérêt à l'objet, comme ça, la personne va vouloir bah, que vous l'achetiez quand même et va vouloir vous convaincre qu'il est bien. Donc voilà, moi, généralement, je m'en fous. Enfin, je prends un objet, je suis en mode, ouais, bof. Ouais, c'est pas mal, vous faites combien ce machin? Et généralement, ils disent un prix, je suis en mode, bon, ouais, 3 euros, ça vous va? Et en mode, voilà, genre, je suis dégoûté, en mode, je le veux pas, tu vois. Et généralement, ils disent oui. Voilà, le petit tips. Et vous verrez, hein, testez-le, ça marche très très bien. Faut vraiment pas être... Alors, d'une part, pour le côté émotionnel, il faut être un petit peu enjaillé en mode « Oh, trop bien, ma grand-mère, machin et tout » pour montrer que vous êtes content pour elle. Mais d'autre part, des fois, il faut s'en foutre, genre être en mode « Ouais, bof, je sais pas si je l'achète, de toute façon, machin et tout. » Et du coup, ils sont plus aptes à baisser les prix pour justement vous convaincre qu'il est bien et du coup, vous le faire acheter, quoi. Donc voilà, très longue réponse, désolé, mais voilà, c'est les petits tips en tout cas que je pourrais te donner, c'est quand même cool. Tu testeras, tu m'en diras des nouvelles. Comment tu ferais sans Google? Ça, c'est une grande question. Et bah écoute, je ferais sans Google. Cette question est un peu bête. Comment tu ferais, toi, sans calculatrice pour poser tes calculs? Bah tu poserais tes calculs sur papier. Bah moi, comment je ferais sur Google? Bah je ferais mes recherches dans des bibliothèques éventuellement. Avec des sites, tu refais le monde, donc c'est un petit peu bête. Google est là, on l'utilise. Si demain il est plus là, bah, on utilisera autre chose. Ou alors on fera autrement, mais on se débrouillera, t'inquiète pas. C'est comme tout dans la vie à un moment donné. Hein. Comment je ferais sans cigarette électronique, sans nicotine? Eh bien je fumerai pas et puis c'est tout. Ou alors je fumerai de la paille et puis voilà. On peut tout faire dans la vie. Que vous ayez des outils ou pas, vous pouvez tout faire dans la vie. Donc voilà, Google est là. Pourquoi imaginer l'absence de Google si Google est là à un moment donné? C'est bon, pourquoi pas. Quel type d'objet se revend le mieux? Il n'y a pas de science exacte, les amis. Malheureusement, cette question, c'est dur à répondre. Hein. Et si je le savais, au final, je ferais de l'argent, mais 10 fois plus qu'aujourd'hui en fait. Parce que voilà, il n'y a pas de science exacte. Effectivement, il y a des objets qui se revendent mieux. Les lampes à pétrole, par exemple, je vais te dire, ouais, les lampes à pétrole, c'est quand même bien. Ça se vend bien, etc. Mais toi, tu peux très bien en acheter et c'est pas de la bonne année, imaginons, ou alors c'est un matériau genre du laiton, pas vraiment noble, et bien ça va mettre longtemps à partir, alors que moi je vais en trouver une en bronze, je vais la revendre 200 balles parce que c'est du bronze, parce qu'elle est rare, etc., etc. Donc il n'y a vraiment pas de science exacte. Testez, faites votre propre expérience et vous verrez. Faites éventuellement des recherches sur internet, sur eBay, etc. On peut voir les objets vendus. Comme ça va vous apprendre un petit peu les objets qui se vendent. Même si encore une fois, vous pouvez très bien voir un objet vendu sur eBay, vous rachetez exactement le même, et bah s'il faut, il va pas se vendre dans la semaine, il va mettre 1 an à partir. Et c'est comme ça, c'est le jeu, c'est un marché de l'occasion. Pourquoi avoir choisi eBay pour revendre plutôt que d'autres plateformes? Parce qu'en tant que professionnel, c'est la meilleure plateforme en termes de visibilité, en termes de professionnalisme, en termes de frais. Et puis voilà, en gros, eBay, c'est vraiment pour moi la meilleure plateforme. J'ai plein d'arguments qui expliquent pourquoi eBay, c'est la meilleure plateforme comparée à Le Bon Coin, Vinted, Celency, etc., etc. Je l'explique dans la formation, mais voilà, je vais pas m'attarder non plus là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo explicative sur tout ça. Où est-ce que tu trouves les objets que tu revends? Parce qu'en brocante, chez moi, c'est plutôt 10 euros. 3 petits points. Et oui, effectivement, il y a des endroits où c'est un peu plus cher que d'autres. Moi, personnellement, j'habite vraiment en campagne et quand je vais dans les brocantes ou les marchés aux puces, c'est vraiment des brocantes ou des marchés aux puces, des vides-greniers qui sont vraiment en campagne. Vraiment des tout petits villages au final. Et l'avantage de ça, c'est que les personnes n'y connaissent pas grand-chose. C'est des anciennes maisons, donc c'est des grosses maisons où ils ont accumulé une tonne d'objets et ils sont là surtout pour débarrasser et pas pour faire de l'argent. Par contre, quand tu vas dans des grosses villes,
généralement, ils sont surtout là pour faire de l'argent. Ils n'ont pas une contrainte d'espace comparé à une grosse maison de campagne qui a été transmise de père en fils où ils ont accumulé. Leur but, c'est simplement de se débarrasser, faire un peu d'argent. Ils me les vendent du coup à 1, 2, 3, 4, 5 euros peut-être. Donc voilà, en gros, tout dépend de la région où vous êtes. Je sais qu'il y a des régions où c'est plus cher que d'autres. Tout dépend des villes où vous allez, des villages où vous allez, des personnes que vous rencontrez. Il y en a qui n'y connaissent rien, qui bradent les prix. Il y en a qui connaissent et qui vendent au prix du marché. Et dans ce cas-là, ça sert à rien. Donc voilà. Bonjour, concernant le livre de police, vous demandez aussi aux vendeurs de vide-grenier? Bien sûr, oui, pour remplir le livre de police, il faut faire un acte de vente. Peu importe où tu achètes, peu importe le prix que tu achètes, il faut faire un acte de vente pour prouver la provenance de ton objet et ensuite inscrire sur le livre de police. C'est comme une facture, c'est comme un ticket de caisse au final. Mais sachant que forcément, quand on achète à un particulier, il n'a pas de TPE pour nous sortir un ticket de caisse, eh bien, on lui fait signer un acte de vente pour prouver qu'on lui a acheté à tel prix, à tel endroit, à tel monsieur. Et voilà. Tu vends des formations. Alors j'en vends une déjà, et c'est déjà pas mal, c'est déjà assez de boulot. Et c'est pas vraiment une formation en soi, même si ça reste une formation, bien sûr. Je vous forme à faire ce business. C'est un accompagnement, plutôt un coaching si tu veux, pour vous aider à gagner de l'argent avec ce business. Est-il important de vendre l'objet rapidement? Alors effectivement, au départ, le but c'est de vendre rapidement. Parce que l'avantage au départ, quand on a un faible capital et quand on veut lancer tout ça, c'est de faire des ventes, de récupérer nos investissements, de gagner de l'argent, de réinvestir pour racheter des objets, refaire des ventes, régénérer de l'argent, régénérer du bénéfice pour réinvestir. Et au fur et à mesure, vous allez développer votre stock, développer votre chiffre d'affaires, développer votre bénéfice et du coup, c'est plutôt cool. Après, il ne faudra pas rester dans le cercle vicieux de la personne low cost d'internet au final, parce qu'on peut très vite être vraiment en dessous du marché pour que ça parte vite. Genre le marché il est à 30 euros, on va le mettre notre objet à 10 euros. Alors ça va partir extrêmement vite, mais il faudra pas rester tout le temps dans cette optique parce que vous aurez beaucoup de travail pour pas beaucoup d'argent, alors que vaut mieux le mettre à 20, 25 euros, donc toujours être en dessous du marché, mais voilà, gratter plus d'argent. Comme ça, votre taux horaire, eh bien, il sera plus élevé. Donc voilà, on travaille aussi pour ça. Si on peut travailler moins et gagner plus, on va pas se priver. Donc voilà, au départ, effectivement, c'est important et au fur et à mesure, il va falloir augmenter un peu les prix. De toute façon, une fois qu'on a du stock, etc., ça va tout seul ensuite. Bonjour, sur quel site pour débuter et faut-il créer une société? Alors, il faut créer une auto-entreprise quand vous débutez et ça, c'est important de le savoir. Si vous achetez un objet dans le but de le revendre avec bénéfice, dans la loi française, vous devez vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur parce que c'est une activité commerciale. Vous achetez dans le but de revendre, vous faites du commerce. Et après, moi, le site sur lequel je te conseille, je dirais eBay. Après, tout dépend de tes objectifs. Si tes objectifs, c'est juste faire 2-3 sous comme ça, tu peux vendre sur le bon coin, enfin voilà, peu importe. Mais si tu vois ça sur long terme et créer un business, je te conseille clairement eBay, ce sera la meilleure plateforme. Comment tu tiens tes comptes? Tu notes dans un cahier ou Excel? Alors moi, je note dans un cahier. Je suis vraiment à l'ancienne pour le coup. Je me suis fait un petit cahier avec les gains, les pertes entre guillemets, enfin les investissements, le scotch, etc. Tout ce qui rentre dans la boîte au final. Et voilà, je note tout manuellement. Je perds un petit peu de temps, mais c'est mon petit plaisir à moi, on va dire. Voilà, même si ça me fait pas très plaisir et j'ai envie de mourir quand je suis en train de le faire parce que la comptabilité c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça, il faut le faire pour savoir où on en est. Donc voilà, sur un cahier. T'as lu quand t'as mis tes objets en vente, dans quel délai t'as fait ta première vente? Un jour. Voilà, très clairement, j'ai eu de la chance, peut-être, j'en sais rien. En gros, le premier jour, je crois que c'était le 11 janvier 2023, donc il y a un an. J'ai posté 10 annonces et le lendemain, j'ai fait une vente, je crois, le lendemain matin, aux alentours de midi, quelque chose. Je m'en souviens, parce que la première vente, c'est quelque chose. Ah, c'est beau la première vente, bordel. Je donnerais beaucoup, vous savez, pour avoir ce sentiment de faire la première vente, de se dire, quoi, j'ai vendu un masque africain complètement éclaté à 30 balles. Ça, c'est beau, vraiment, c'est beau. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une vente le lendemain. Et du coup, j'ai pu direct voir que ah ouais, ok, d'accord, donc ça marche, il y a du potentiel. Et go, vas-y, je charbonne. Alors qu'il y en a, ils mettent une semaine, 2 semaines, peut-être 3, peut-être 1 mois à faire la première vente parce qu'ils n'ont pas bien optimisé, parce que voilà, les objets ne plaisent pas forcément. Et du coup, voilà, ça peut être dur mentalement de se dire bon, je travaille, j'ai rien là, putain, j'arrête pas de poster, j'ai rien. Mais voilà, moi j'ai eu de la chance et j'ai su, et j'ai compris directement qu'il y avait du potentiel après cette première vente. Donc voilà. Après, encore une fois, il y a des personnes, ils mettent 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ils postent 10, 20, 30, 40, 50 objets, ils n'ont pas de vente, enfin bref, peu importe. Il n'y a pas de science exacte, c'est pareil, c'est un marché de l'occasion. Mais après, il y a plein de choses à mettre en place justement pour optimiser et pour déclencher cette première vente qui va déclencher ensuite potentiellement les autres ventes. Donc c'est quand même la première vente en plus de ça, encore une fois, elle a une saveur, c'est juste phénoménal. Bonjour, tu vends sur plusieurs plateformes, super compte au passage. Alors non, je vends que sur eBay. Mais après, je vous conseille éventuellement, si vous le voulez, de vous diversifier. Personnellement, moi j'ai mis toute mon énergie sur eBay. Vous pouvez très bien faire pareil, ça marchera. Mais vous pouvez aussi vous diversifier sur Le Bon Coin, sur
Sell&See, sur Vinted, pourquoi pas. Ça sera que du plus en tout cas, mais personnellement que sur eBay. Tu penses qu'on peut trouver encore des pépites en ressourcerie? Alors oui et non, ça dépend desquelles. Il y a des ressourceries où c'est trop cher au final et ça sert à rien, mais il y a des ressourceries où c'est très peu cher et dans ce cas-là, bah oui, il y a peut-être des petites pépites. Après, il y a beaucoup de passages quand même dans les ressourceries, donc bon, généralement il y a des brocanteurs qui y vont, donc il faut y aller assez régulièrement pour trouver vraiment des grosses pépites, ou alors il faut faire copain avec la personne qui gère le truc pour qu'ils nous mettent des petits objets de côté de temps en temps quoi. Mais voilà, après il y a toujours moyen de trouver des pépites partout de toute façon, même si à des endroits c'est plus compliqué que d'autres, comme sur internet c'est compliqué. Donc voilà. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est terminé pour les questions Instagram. C'est pas fini. Il y a les questions sur TikTok. Donc je vais y répondre dans une deuxième vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est vraiment la première vidéo que vous verrez de moi sur YouTube. Donc n'hésitez pas. J'ai prévu beaucoup de contenu plutôt intéressant, humoristique, etc. Et vous donner un maximum de valeur comme j'ai pu faire aujourd'hui. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la cloche, blablabla, comme tous les youtubeurs disent. Et c'est ce que je ferai aussi, vous inquiétez pas. Bref, merci beaucoup. C'était Matteo Business Broc. À très bientôt.